Bonjour à tous, merci d'être là, bonjour. Bienvenue à la séance d'accueil des études supérieures et postdoctorales 2021. Mon nom est Sophie Fauron, animatrice, journaliste et fière diplômée en sciences politiques et à la maîtrise en communication de l'Université de Montréal. Cette séance d'information s'adresse à tous les étudiants et étudiantes qui débutent leurs études au cycle supérieur cet automne. Nous discuterons donc de plusieurs sujets et outils qui vous seront utiles tout au long de votre parcours. Par exemple, le développement professionnel des saisons des ESP, le financement, le plan global d'études, le règlement pédagogique, la notation au cycle supérieur et bien plus. D'ailleurs, vous avez été nombreux à avoir répondu à notre appel aux questions préalables. Puisque les réponses pourront bénéficier au plus grand nombre d'étudiants et étudiantes, les membres de l'équipe des ESP y répondront durant les différentes présentations et entrevues, tout au long de l'événement. Vous êtes tout de même invités à poser vos questions à la suite de chaque présentation grâce au module Q&R ou Q&A pour ceux qui ont la version anglaise de la plateforme du Zoom. J'inviterai alors les intervenants des ESP à y répondre en direct. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous allons y répondre ultérieurement. Un membre de l'équipe des ESP répondra par courriel suivant la présentation. L'activité d'aujourd'hui sera donc divisée en 4 présentations et entrevues. Premièrement, le cheminement académique, les saisons des ESP, le financement et le soutien à la réussite. Et finalement, vous devez rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura une présentation de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, aussi appelée la FECUM. Il est important de mentionner que cette séance d'accueil virtuelle est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube des ESP. Alors, commençons tout d'abord avec un mot de bienvenue de la part de Julie Carrier, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales. Bonjour, Madame Carrier. Bonjour, Sophie. Merci beaucoup pour la présentation. Ça y est, la rentrée est officiellement arrivée. Donc, chers étudiants et étudiantes au cycle supérieur, chers postdoctorants et postdoctorantes, bienvenue dans la communauté de l'Université de Montréal. Je coordonne les efforts de l'équipe des études supérieures et postdoctorales qu'on appelle familièrement les ESP, qui comporte plus de 30 personnes qui vous accompagneront dans votre cheminement à l'Université de Montréal de l'admission à la diplomation. Nous travaillerons avec vous pour votre réussite. Nous voulons que votre formation, votre parcours à l'Université de Montréal vous permette de développer et de contribuer de façon significative à la société d'aujourd'hui et de demain. Les étudiants et étudiantes au cycle supérieur, les postdoctorantes et postdoctorants contribuent de façon extrêmement significative à la mission de l'Université de Montréal. Ceux et celles qui êtes en recherche, avec vos directeurs et vos directrices de recherche, vous êtes la force vive des avancées et des découvertes scientifiques. Pour ceux et celles en formation pratique et en clinique, vous deviendrez des vecteurs de changement individuels, communautaires et sociétaires pour votre profession. Nous sommes là pour vous cette année, mais comme c'est une année de retour vers la nouvelle normalité, on va être là pour vous en mode hybride. L'équipe académique s'est déjà chargée de votre admission. Maintenant que vous êtes inscrit et inscrite à un programme des études supérieures, votre TGDE, un nom extrêmement important à se souvenir, est vraiment la référence pour vous en tout ce qui a trait à votre dossier académique et à votre cheminement. Il y a aussi votre responsable de programme qui peut vous conseiller, de même que votre directeur pour les étudiants qui sont inscrits dans un programme de recherche. Il en est de même pour votre vice-doyen ou votre vice-doyenne aux études supérieures de votre faculté. Dans l'invitation au webinaire, nous avons transmis le lien vers notre chaîne YouTube où se retrouvent diverses capsules sur le règlement pédagogique, le système de notation aux études supérieures, le financement, le plagiat, les bourses, le programme des saisons des ESP. Nous vous invitons à les consulter pour tout connaître des cycles supérieurs. Également, le site des ESP, de même que votre portail Mon U2M, auquel vous êtes automatiquement inscrit comme étudiant, sont vraiment des endroits de référence pour vous.
Si vous avez des questions, je vous invite à visiter notre site web au esp.umontréal.ca. Notre équipe se fera vraiment un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite que votre cheminement soit des plus enrichissants et profitez de cette nouvelle rentrée. Merci beaucoup, Madame Carrier. Merci infiniment. Bonne rentrée à vous aussi. Je vous présente maintenant Clément Arsenault, qui est directeur et vice-recteur associé au ESP, responsable du secteur cheminement académique, programme d'études et international. Bonjour à vous, Clément Arsenault. Bonjour, Sophie. Alors, Clément, quelles sont les principales activités et responsabilités reliées au secteur académique et international? Alors, on a plusieurs activités. Tout d'abord, on suit l'étudiant à partir de l'admission jusqu'à la diplomation. Donc, l'admission, le cheminement de l'étudiant tout au long de ses études et on est un peu en partie responsable des dossiers de diplomation. Et donc, il faut savoir quand même qu'à l'Université de Montréal, c'est une structure un peu décentralisée au cycle supérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les unités, mais les ESP, donc, on a une mission d'aider les unités là, dans leurs activités reliées aux études supérieures. Ensuite de ça, le secteur académique s'occupe également de la création et de la modification des programmes d'études, donc l'approbation, la soumission des projets par les unités. On s'occupe aussi des admissions des stagiaires de recherche et des stagiaires postdoctoraux. Et également, on s'occupe de préparer les conventions personnalisées pour les doctorats en régime de co-tutelle. Et très important également, on s'occupe du maintien et de l'application du règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales. Bon, vous ne chômez pas, vous avez une assiette bien pleine. Vous avez parlé du règlement pédagogique. Est-ce qu'il est différent de celui pour le premier cycle? Oui, effectivement, à l'Université de Montréal, il y a 2 règlements pédagogiques, un pour le premier cycle et un pour les cycles supérieurs. Donc, c'est important, surtout pour les étudiants qui ont fait leur baccalauréat à l'Université de Montréal et qui viennent d'arriver à la maîtrise à l'Université de Montréal. Sachez que vous devez maintenant vous référer au règlement pédagogique des cycles supérieurs. Il y a des choses qui sont entre les deux qui sont similaires. On essaie le plus possible d'avoir un parallélisme entre les deux, mais ce n'est pas toujours possible. Notamment, je vous donne un exemple d'une chose qui peut être différente, le système de notation. Au premier cycle, la note de passage, je crois que c'est D, tandis qu'au cycle supérieur, la note minimale de passage, c'est C. Donc, faites attention. Si vous obtenez C-, en fait, c'est que c'est un échec. On ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais donc, c'est quelque chose d'important à savoir. Et puis, également, au niveau de la diplomation, il y a une moyenne minimale pour pouvoir diplômer. Donc, la moyenne minimale étant 2,7 sur 4,3. Donc, c'est ce genre de choses qui diffèrent. Et puis, il y a des choses vraiment plus particulières qui touchent la progression et le cheminement de l'étudiant dans le règlement des cycles supérieurs. Puis j'insiste sur le fait que c'est vraiment important de bien connaître le règlement pédagogique et de s'y référer tout au long du cheminement. Et c'est un document qui est assez volumineux, il y a 147 articles. Il y en a une certaine portion qui s'applique à tous les types de programmes, mais vous allez voir dans la structure du document qu'il y a beaucoup de segments qui ne s'appliquent qu'à un type de programme. Par exemple, si vous êtes inscrit dans un DESS ou si vous êtes inscrit dans une maîtrise recherche, donc il y a des segments qui s'appliquent uniquement à ces programmes-là. Donc, ça paraît énorme, mais ce n'est pas si gros que ça. Bien, justement, est-ce qu'il y a des articles du règlement qui sont plus importants à connaître en début de parcours? Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, mon but, c'est de vous parler de 4 règlements, en fait, 4 articles du règlement pour lesquels c'est important d'être au courant dès le début de son parcours aux études supérieures, notamment, plus particulièrement pour les étudiants qui sont dans des programmes de recherche, donc les maîtrises recherche avec rédaction de mémoire ou les doctorats recherche avec rédaction d'un doctorat, d'une thèse, pardon.
Il y a la question du directeur de recherche. Je sais que probablement un grand nombre d'entre vous avaient déjà obtenu l'approbation d'un directeur de recherche, mais pas forcément. Et il y a donc des dates limites pour trouver son directeur de recherche. Donc, à la maîtrise, faites attention, c'est durant le premier trimestre que vous devez trouver votre directeur de recherche. Et pour le doctorat, c'est avant la fin du deuxième trimestre. Donc, si vous n'avez pas trouvé votre directeur de recherche, vous risquez d'être exclu du programme. Donc, c'est vraiment très important de s'en occuper. Le deuxième élément que je veux mentionner, c'est le plan global d'études. Donc, c'est un document qui est en deux parties, qui est rempli en collaboration avec le directeur de recherche. Et ce document-là, à la maîtrise et au doctorat, doit être complété au cours du premier trimestre, donc avant la fin du premier trimestre d'études. Simplement pour vous dire que effectivement, au cycle supérieur, c'est moins balisé comme structure qu'au premier cycle. Donc, le plan global d'études est important d'être rempli au début pour vraiment vous donner une direction là, au niveau de votre cheminement. Parfait. Et le règlement, est-ce qu'il est en consultation libre? Et si oui, où est-ce que les étudiants peuvent le trouver? Oui, le document, effectivement, c'est un document public, puis comme tous les documents officiels de l'Université de Montréal, il se trouve sur le site du secrétariat général. Toutefois, vous pouvez le trouver facilement à partir du site des ESP, donc esp.montréal.ca. Et donc, sur la page d'accueil, vous allez voir un lien vers le règlement pédagogique qui se trouve officiellement sur le site du secrétariat général. Parfait. Il y a beaucoup de questions, puis je sais qu'il y en a dans le Q&R, alors on y reviendra. Une autre question pour vous, Clément. Outre le règlement pédagogique, y a-t-il d'autres règlements qui seraient pertinents de connaître, particulièrement pour un cheminement au cycle supérieur? Oui, il y a d'autres politiques et règlements. Bon, c'est pas toujours joyeux de parler de ça au début des études, là, le règlement universitaire sur le plagiat, mais c'est un élément sur lequel on doit beaucoup insister. On remarque une recrudescence du plagiat à tous les cycles et en particulier au cycle supérieur. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation à ce sujet. Et puis, le plagiat, dans notre règlement, c'est défini comme une fraude qui est intentionnelle ou faite par insouciance ou par négligence. Donc, c'est vraiment pris très au sérieux. Et ça peut aller de soit l'utilisation déguisée du texte d'une autre personne, recours à un téléphone cellulaire pendant un examen ou toute tricherie là, de ce type-là. Et il y a différentes sanctions qui sont énumérées dans ce règlement-là. Il est également, c'est un document qui est aussi public, donc disponible sur le site du secrétariat général, mais donc il y a différents niveaux de sanctions qui peut aller donc de la réprimande à un échec, soit au travail ou au cours, et même des conséquences plus grave dans le cas de récidive où on peut vous exclure du programme ou même si on découvre un plagiat après le dépôt de votre thèse ou de votre mémoire, il arrive quelquefois qu'on doit retirer un grade. Donc, ça peut être assez désastreux. Donc, c'est très important, je pense, d'être sensibilisé à ça. Et je vous conseille fortement d'aller visiter la page intégrité.umontréal.ca. Donc, cette page intégrité vous donnera différentes informations sur le plagiat. Il y a également divers éléments sur cette page de type quiz, test de connaissances. Donc, il y a un effort qui a été mis pour rendre ça un peu plus interactif. Et je pense que c'est très important de le faire en début de parcours. Parfait. Vous avez mentionné que vous aviez comme responsabilité le cheminement étudiant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, bien, le cheminement étudiant, c'est un élément assez important au cycle supérieur. Comme je le mentionnais tout à l'heure,
les programmes de cycle supérieur sont plus personnalisés que ceux du premier cycle. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui font en sorte que qu'il est important d'avoir un certain guide là, pour établir un cheminement qui nous convient. Donc, les structures de programme sont souvent un peu plus souples. Et donc, pour baliser un peu ce cheminement-là, on a établi surtout pour des programmes de recherche, des étapes obligatoires à compléter. Donc, il y a une série d'étapes obligatoires qui ont chacune des dates limites. Donc, c'est important si vous ne voulez pas rater les dates limites de bien se renseigner sur ces étapes obligatoires. Elles figureront sur votre plan global d'études, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et normalement, la TGDE, donc la technicienne en gestion des dossiers étudiants, devrait également faire un suivi de ces étapes obligatoires et vous informer si, par exemple, il y a une date dont l'échéance arrive prochainement. Donc, ça peut vous aider vraiment à vraiment suivre plus attentivement ces choses. Je vous donne un exemple d'une étape obligatoire. Si, par exemple, vous souhaitez rédiger votre thèse ou votre mémoire dans une autre langue que le français, donc la langue de rédaction à l'Université de Montréal, c'est le français, mais on peut permettre d'autoriser en fait une dérogation, mais cette demande doit être déposée au début de votre parcours. Donc, n'attendez pas à la toute fin au moment où vous êtes en train de rédiger, où vous commencez à rédiger votre document pour faire cette demande-là. C'est quelque chose qui doit être accordé dès le début. Donc, voilà, le plan global d'études, comme je vous disais, il est en deux parties. En fait, la première partie, c'est essentiellement la liste des cours que vous allez devoir suivre et ces étapes obligatoires dans un tableau avec les dates de tombée de chaque étape. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Les ressources maintenant mises à la disposition reliées au cheminement des étudiants, Clément? Alors, les ressources, effectivement, on en a sur notre site web et puis également sur le portail dont on parlait tout à l'heure, le portail Mon UDM. Donc, la première ressource, en fait, j'en parle beaucoup, c'est le plan global d'études. C'est qu'il y a une seconde partie à ce plan global d'études qui est remplie en collaboration avec le directeur de recherche et qui établit donc certains paramètres de votre cheminement. Et c'est obligatoire pour tous les étudiants qui sont dans un programme de recherche à la maîtrise ou au doctorat. Il y a une mise à jour annuelle de ce plan de soutien à la réussite. C'est la deuxième partie du plan global d'études. On appelle ça le plan de soutien à la réussite. Et ça permet effectivement d'avoir un suivi annuellement, minimalement, de sa progression et puis des choses qui devraient être corrigées, par exemple. Et puis, il y a des ressources, effectivement, si vous identifiez à ce moment-là certaines choses à rectifier, bien, il y a diverses ressources disponibles, notamment sur notre site web, on a un guide des bonnes pratiques aux études supérieures. Et également, on a une série de tout petits guides pratiques, de guides conseils, en fait, qui font quelques pages seulement, 2 ou 3 pages, qui abordent des différentes thématiques. On en a une vingtaine et qui vous donnent un point de départ, par exemple, si vous avez un problème, le problème de la page blanche, là, vous êtes rendu à la rédaction puis vous n'arrivez pas à rédiger, bien, il y a différents conseils qui vont vous être donnés dans ce petit guide. On va vous indiquer certaines ressources qui existent pour résoudre votre problème. Parfait. Maintenant, avant de passer aux questions, parce qu'on en a quand même quelques-unes, vous avez mentionné tout à l'heure, Clément, que vous vous occupez de préparer les conventions de co-tutelle de doctorat. Alors, qu'est-ce qu'une co-tutelle? Comment ça fonctionne et que doit-on faire si on désire suivre un tel parcours?
Oui, alors les co-tutelles de thèse, en fait, parce que les co-tutelles n'existent qu'au doctorat, il n'y a pas de co-tutelle possible à la maîtrise. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que c'est également un élément qu'il est important de régler au tout début de son parcours. Donc, si vous êtes intéressé par un cheminement en co-tutelle, il faut commencer dès maintenant à y réfléchir parce qu'il y a des démarches qui peuvent être longues parce qu'on doit faire affaire avec un partenaire et donc on ne doit pas attendre trop longtemps pour manifester son intérêt. Alors, je pourrais commencer par dire ce que n'est pas, ce que n'est pas une co-tutelle. Alors, souvent, on confond la co-direction et la co-tutelle. La co-direction, c'est plus simple. Vous avez un directeur de recherche et vous avez un co-directeur qui peut être ici à Montréal ou ailleurs dans le monde, en France, en Belgique, en Espagne, peu importe. Donc, à ce moment-là, mais vous êtes inscrit uniquement à l'Université de Montréal. La différence avec la co-tutelle, c'est que vous devez vous inscrire simultanément dans les deux établissements qui travaillent sur la co-tutelle. Donc, vous êtes inscrit à l'Université de Montréal et également inscrit chez une institution partenaire en France, au Brésil, peu importe. Et vous devez vous inscrire, on dit simultanément, mais on admet jusqu'à une année de décalage entre les deux. Et comme je vous disais, comme les conventions de co-tutelle prennent souvent beaucoup de temps à établir parce qu'elles sont vraiment personnalisées pour chaque étudiant, il faut vraiment débuter les démarches rapidement pour arriver à l'intérieur de ces 12 premiers mois à être inscrit vraiment dans les deux institutions. Pourquoi quel est l'avantage de faire une co-tutelle? Bon, d'abord, c'est que ça vous donne accès à deux types d'institutions, deux ressources de qualité, et puis vous obtenez à la fin deux parchemins, un émis par le partenaire et un émis par l'Université de Montréal. Et sur chacun des parchemins, on mentionnera que le programme d'études a été réalisé conjointement avec l'autre université. Donc, c'est un peu ça, les co-tutelles. Si vous êtes intéressé, on a une section précisément sur les co-tutelles directement sur notre site, la page web des ESP. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Clément. Vous avez droit à un verre d'eau. J'ai quelques questions pour vous, des étudiants. Alors, Abou demande, j'aimerais savoir comment procéder pour m'inscrire en tant que candidat pour le post-doc. Dois-je trouver un sujet de post-doctorat ou c'est le professeur qui accepte de superviser, qui propose un sujet de post-doctorat? Bonne question. Bien, en général, les stagiaires postdoctorants ont leur propre programme de recherche, mais évidemment, ils sont sous la supervision d'un professeur de l'Université de Montréal. Donc, effectivement, ce sont souvent des projets qui sont et le programme de recherche du professeur et celui du postdoctorant sont souvent très liés l'un à l'autre. Ça peut être variable et puis en fait, c'est toujours mieux d'arriver avec déjà des projets en tête et puis de voir qui, dans les professeurs à l'Université de Montréal, seraient intéressés à superviser le type de projet qu'on veut faire. Parce qu'en fait, le but d'un postdoctorat, c'est vraiment de parfaire ses habiletés en recherche, de développer son propre programme de recherche, ses propres expertises et de le faire, bien sûr, sous la supervision d'un professeur avec plus d'expérience. Mais vraiment, le but, c'est finalement de développer sa propre expertise et son propre profil pour pouvoir être éventuellement recruté
soit dans une université comme professeur ou dans l'industrie avec une spécialisation très pointue. Merci. On en a 3 autres questions. Alors, Guillaume demande pour Clément, est-ce possible de changer de directeur de recherche au cours d'une maîtrise? Alors oui, il y a des articles dans le règlement pédagogique à cet effet. Vous pouvez demander de changer de directeur de recherche soit au doctorat, soit à la maîtrise. Par contre, sachez que si vous demandez de changer de directeur, ça doit être autorisé par le directeur de programme ou le directeur du département. Et vous avez, à ce moment-là, c'est vous qui avez la responsabilité de vous trouver un autre directeur. Donc, si vous n'avez pas de plan B, c'est probablement pas conseillé. Donc, c'est sûr que si vous êtes vous voulez vraiment changer de directeur de recherche, bien, faites les démarches avant pour en trouver un autre, pour ne pas vous retrouver le bec à l'eau. Et c'est sûr que plus vous attendez, si vous êtes vraiment avancé dans votre recherche, ça devient de plus en plus difficile de changer de directeur de recherche parce que la personne qui va vous prendre en charge après n'a peut-être pas tout à fait la même expertise. Et puis, si vous avez déjà commencé à collecter des données, le transfert des données peut être complexe. Donc, c'est un pensez-y bien quand même. D'accord, c'est bien noté. Louis nous dit bonjour, on le salue à notre tour. Bonjour, je suis étudiant de maîtrise en informatique, option avec stage. Je me demande si je dois aussi retrouver un directeur de recherche. Normalement, dans les programmes qu'on appelle de type plus professionnel avec stage ou avec un travail dirigé, où on a certains programmes de maîtrise qui ne comprennent que des cours, vous n'avez pas à vous trouver un directeur de recherche. Toutefois, il est possible qu'on vous attribue un conseiller pédagogique. Donc, ça varie d'un département à l'autre, mais vous n'avez pas de démarche, vous, à faire à ce sujet-là. Parfait. Merci, Clément. Vous êtes vraiment une encyclopédie. C'est vous la ressource essentielle. Alors, autre question. Carole demande, quels sont les 2 autres articles importants du règlement académique? Oui, c'est ça, on avait sauté 2. En fait, j'ai réussi à parler du troisième qui était la langue d'usage de rédaction. Donc, pour les mémoires et les thèses, comme je vous disais, normalement, c'est rédigé en français, mais si pour une raison valable, vous souhaitez rédiger dans une autre langue que le français, vous devez obtenir l'autorisation en début de parcours. C'est très important, c'est une étape obligatoire en début de parcours. Le 4e article dont je voulais vous parler, il est moins urgent en fait. C'est l'enregistrement du sujet de recherche. Donc, à la maîtrise, il faut que ça soit fait avant le 2e trimestre et au doctorat avant le 3e trimestre. Donc, vous avez un peu plus de temps, mais c'est quand même quelque chose à laquelle vous devez commencer à penser au début de votre parcours. Donc, voilà pour les 2 autres. Parfait. Alem demande, faut-il un plan global d'études pour la maîtrise avec stage? Non, il n'est pas obligatoire d'avoir un plan global d'études pour les programmes professionnels. Toutefois, il y a certaines unités qui le suggèrent ou l'exigent. Ce n'est pas une exigence du règlement pédagogique, mais pour diverses raisons. Donc, il y a différents types de programmes avec stage et puis certaines unités vous conseilleront, par exemple, fortement d'avoir un plan global d'études, mais il n'y a pas d'obligation comme telle. D'accord. 2 dernières questions, Clément. Michel demande comment choisir son directeur de recherche quand on fait sa maîtrise avec travail dirigé. Bon, avec le travail dirigé, vous n'avez pas officiellement un directeur de recherche parce que ça, c'est vraiment pour la rédaction de mémoire. Toutefois, vous avez également, pour un travail dirigé, vous devez effectivement être dirigé par un professeur. Et là, comment ça se passe, encore une fois, c'est probablement variable de département à département. Je pense que la meilleure chose, c'est de vous informer auprès du responsable de votre programme pour voir s'il y a des façons
d'associer un étudiant à un professeur pour le travail dirigé. Quelquefois, c'est par exemple, vous avez suivi un cours avec un professeur, la matière vous a extrêmement intéressé, vous sentez que vous avez des atomes crochus avec ce professeur-là, vous pouvez l'approcher, lui demander est-ce que vous seriez intéressé à superviser mon travail dirigé. Donc, il y a différentes méthodes et puis ça peut varier, là, comme je vous dis, d'un programme à l'autre. Il y a différentes façons de faire, là, différentes traditions. Voilà le mot que je cherchais, différentes traditions dans différents départements. Parfait. Et on termine avec Alia qui vous demande, Clément, est-il possible d'effectuer une co-tutelle dans 2 établissements qui ne sont pas initialement partenaires? Oui, en fait, c'est possible. On a, nous, à l'Université de Montréal, déjà des ententes cadres avec un certain nombre d'universités, notamment toutes les universités françaises. On a une entente super cadre qui est au niveau gouvernemental. Donc, ça, c'est possible. Et ensuite, on a certaines institutions ciblées pour lesquelles on sait qu'on a des atomes crochus en recherche ou avec certaines équipes de professeurs, donc pour lesquelles on a établi des ententes cadres. À ce moment-là, c'est plus facile d'établir des conventions de co-tutelle. Toutefois, si l'institution qui vous intéresse n'est pas dans la liste de nos partenaires pour lesquels on a une entente cadre, il est toujours possible d'établir une convention plus spécifique pour l'étudiant, mais vous devez quand même obtenir l'autorisation. Ce n'est pas automatique quand on n'a pas d'entente cadre, mais c'est toujours possible si votre argumentaire est bien construit. En général, on va accepter là, de développer une entente de co-tutelle spécifique. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Clément, surtout pour toutes ces réponses. Je pense que vous avez éclairé plusieurs lanternes. Merci infiniment. Merci. Au tour maintenant de Catherine Fouron, chargée de projet développement professionnel au ESP, qui nous parle du programme des saisons des ESP. Bonjour Catherine. Ah, on ne vous entend pas. Je vous cède la parole. Êtes-vous là? Je suis là. Excusez-moi, mon curseur ne bougeait plus. Bien, bonjour tout le monde. Alors, je suis effectivement responsable du développement professionnel au ESP. Alors, vous débutez un programme de maîtrise ou de doctorat et peut-être que vous savez déjà le type d'emploi que vous souhaitez occuper, peut-être que vous voulez poursuivre dans le milieu académique, peut-être pas. Mais chose certaine, vous devez déjà réfléchir à votre projet professionnel et savoir que les postes de professeurs universitaires ne seront pas nécessairement le débouché naturel pour une majorité d'entre vous qui auraient à postuler pour des postes hors académique et parfois dans des milieux qui vont peut-être vous paraître loin de votre champ disciplinaire. C'est alors que la mise en valeur des compétences professionnelles prend tout son sens. Que ce soit dans le secteur privé, en entreprise, dans la fonction publique ou même dans les organismes à but non lucratif, vous aurez à faire valoir ces compétences professionnelles qu'on appelle aussi les compétences transversales, c'est-à-dire qu'elles se déploient à travers toutes les disciplines. Donc, chacun et chacune d'entre vous allez quitter les bancs de l'université avec une expertise disciplinaire dans votre champ d'études, que ce soit la chimie, la littérature, la socio, mais vous aurez également développé des compétences autres qui sont très recherchées par les employeurs et que vous devez apprendre à mettre en valeur, des compétences comme la communication, la gestion, le leadership, pour ne nommer que celles-là. Donc, au ESP, on a mis en place un programme pour vous soutenir dans la construction de votre projet professionnel et vous permettre d'identifier et de développer ces fameuses compétences professionnelles que vous choisirez de promouvoir dans vos recherches d'emploi. Donc, le programme s'appelle les saisons des ESP, soit un programme d'activité de formation et de développement des compétences professionnelles qui sont offertes tout au long de l'année. Et ce sont des formations destinées aux étudiants inscrits à temps complet à un programme de maîtrise ou de doctorat et aux stagiaires postdoctorants. Donc, l'outil central autour duquel s'articule ce programme, donc les saisons, c'est un
référentiel de compétences. Donc, ça s'appelle le référentiel des compétences transversales favorisant l'intégration professionnelle des étudiants au cycle supérieur. Ce document, vous allez le retrouver sur le site des saisons DESP, dont on va mettre l'adresse dans le fil de discussion. Donc, c'est un document, on souhaite vraiment qu'il vous serve de guide tout au long de vos études et même après, même sur le marché du travail, parce que ces compétences-là sont constamment perfectibles. On pense vraiment que c'est le genre de document qui peut devenir un élément essentiel pour le développement de votre carrière. Vous allez y retrouver 8 compétences qui ont été retenues pour leur impact favorable sur votre intégration professionnelle. Donc, il s'agit de la communication, de la collaboration, de la gestion, du leadership, la littératie numérique, l'intégrité et la conduite responsable, l'autonomie professionnelle et finalement la créativité et l'innovation. Alors, pour chacune de ces 8 compétences, vous allez trouver dans le document une définition afin de saisir vraiment le sens de cette compétence-là dans un contexte professionnel. Et vous aurez aussi des exemples, soit des manifestations, des faits concrets qui indiquent la manière avec laquelle cette compétence-là peut être démontrée toujours dans un contexte professionnel. Au moment où on se parle, il y a un outil d'auto-évaluation des compétences qui est en train d'être développé en collaboration avec les TI, les technologies de l'information. Donc, l'idée, c'est de permettre à chacun d'évaluer son niveau de maîtrise pour chacune de ses compétences. Cet outil va avoir la forme d'un questionnaire que vous complétez en ligne qui va être sur le site des saisons des ESP. Et ça va vous permettre, en fait, d'avoir votre bilan, votre autodiagnostic quant à votre niveau de maîtrise sur chacune des compétences. Quand l'outil sera en ligne, vous serez avisé, ça va être diffusé sur notre page Facebook, donc j'en profite pour vous inviter à nous suivre soit sur la page Facebook des saisons DESP ou sur notre fil Twitter. En fait, ça va vous permettre d'être au courant de toute notre programmation et des nouveautés et des mises en ligne des outils comme cet outil d'auto-évaluation-là. Il va également avoir des capsules vidéo sur la chaîne YouTube des ESP pour expliquer le fonctionnement de cet outil d'auto-évaluation à venir. On s'attend à ce que ça soit mis en ligne au courant de l'automne ou peut-être de l'hiver. Vous serez informés. Donc, c'est à cette étape, au moment où vous avez identifié vos besoins en termes de compétences à développer, que là, vous pourrez choisir quelle formation des saisons DESP répondent le mieux à vos besoins. Alors, précisément, c'est quoi les saisons? Bien, ce sont des activités sous forme d'ateliers siglés. Donc, les sigles qui sont rattachés, c'est le sigle IPR pour insertion professionnelle et le sigle PLU pour pluridisciplinaire. Donc, ce sont des ateliers siglés qui répondent à chacune des 8 compétences que vous retrouvez dans le référentiel et qui sont des cours de 1 crédit sans frais pour tous les étudiants inscrits à temps plein, un programme de maîtrise ou de doctorat et au post-doctorat. Donc, c'est une formation, en fait, que vous acquérez en parallèle de votre cursus disciplinaire à votre rythme et en fonction des besoins que vous aurez identifiés dans votre réflexion sur votre projet professionnel, réflexion que je vous invite vraiment à entamer dès le début de vos études supérieures. Donc, en plus de ces ateliers siglés, on va vous proposer également des activités non siglées, comme par exemple des journées emploi, des clubs emploi, des simulations d'entrevues d'embauche et également, on a la série sur les portraits d'entrepreneurs. Donc, si tout ça vous parle, vous allez retrouver la programmation complète sur notre site, sur le site des saisons DESP. Je vous rappelle que ce sont des formations qui sont sans frais, qui sont pour vous aider dans le développement de vos compétences transversales. Alors, j'espère vous avoir donné envie d'en profiter. Venez nous voir. Mon Dieu, ça n'existait pas dans mon temps. J'aurais aimé ça. Dans mon temps non plus. J'aurais aimé ça. Merci beaucoup, Catherine. J'ai des questions pour vous. Oui. Êtes-vous ma sœur? Voilà, je l'ai été toute ma vie. Alors, on va passer aux questions. Est-ce que n'importe quel étudiant, dès qu'il est inscrit au cycle supérieur, peut suivre des ateliers des saisons? En fait, ce sont les étudiants inscrits à temps complet, un programme de maîtrise ou de doctorat. On le précise parce qu'il y a différents types de programmes au cycle supérieur. Il y a des certificats, il y a des ESS, mais ces activités-là sont réellement destinées, conçues, développées
pour des étudiants qui suivent un programme de maîtrise ou de doctorat, ainsi que les postdoctorants. Très bien. Comment peuvent-ils s'inscrire alors? Tout simplement, comme ils font pour d'autres cours siglés, puisqu'il s'agit d'ateliers siglés. Alors, ils doivent contacter la ou le TGDE de leur unité d'attache pour demander à être inscrit à cette formation. Excellent. Si un étudiant a besoin de 2 crédits en option pour compléter son programme, par exemple, est-ce qu'il peut s'inscrire à 2 ateliers des saisons pour compléter ses crédits? Eh bien non, puisque ce sont des ateliers siglés qui sont désignés en surplus. Donc, il y a toutes sortes de désignations pour les cours siglés que vous avez. Ces formations-là ne sont pas des cours qui peuvent être suivis comme des cours à option, comme des cours hors programme. La désignation est vraiment en surplus, ce qui veut dire que c'est supplémentaire et ni le crédit ni le résultat ne sont contributoires à votre moyenne cumulative. Il faut vraiment voir cette formation-là comme l'équivalent de la formation continue dans le métier d'étudiant. Parfait. Je vous te remercie, Catherine. Et j'invite les étudiants à en profiter parce que c'est franchement emballant, tout ça. Je dois aussi dire qu'il y a beaucoup de questions dans la section Q&A et qu'elles vont être toutes répondues dans quelques jours. On va quand même en prendre 2 pour Catherine, mais ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à vos questions, l'équipe des ESP va y répondre dans les jours à venir. Alors, Catherine, Mélodie demande, je me demande pourquoi nous ne pouvons nous inscrire aux ateliers ciblés lors de nos sessions de rédaction. De rédaction? Oui. Vous pouvez. Dans la mesure où vous êtes inscrite, l'important, c'est que vous soyez inscrite à une activité siglée au cours du trimestre. Quand vous êtes en statut de rédaction, vous pouvez totalement vous inscrire à ces activités-là. Le statut qui est incompatible avec une inscription, ce serait le statut de correction, puisque c'est un trimestre au cours duquel vous n'avez pas de frais de scolarité à temps complet. À ce moment-là, cette inscription à un crédit en surplus, premièrement, ça générerait une facture au bureau du registraire et en plus, ça pourrait même retarder votre diplomation puisque vous auriez, pendant votre trimestre de correction, vous auriez un crédit de plus qui apparaîtrait dans votre dossier. Donc, le statut de correction, ce n'est pas possible, mais le statut de rédaction, possible. Très bien. Sabrina, maintenant, les formations de développement professionnel saison sont seulement pour les étudiants inscrits à temps plein. On le répète? Oui, je réitère, c'est vraiment pour les étudiants inscrits à temps complet. Il y a la question de la gratuité qui entre en cours dans cette décision-là. C'est pour permettre la gratuité. Donc, il faut être inscrit à temps complet, soit à la maîtrise, soit au doctorat pour profiter de ces formations sans frais. Et Nika demande, sont-ils également gratuits pour les étudiants en maîtrise professionnelle? Oui, dans la mesure où l'inscription est à temps complet, oui. Rim, est-ce qu'un étudiant en maîtrise avec stage peut être inscrit à une activité qui est désignée aux étudiants en maîtrise recherche? Dans la mesure où vous êtes inscrit à temps complet, c'est vraiment une question d'inscription à temps complet pour assurer, dans la mesure où vous êtes inscrit à temps complet, ça implique également le fait que vous payez vos frais de scolarité au trimestre. En payant au trimestre, il faut le voir un peu comme un forfait. Un forfait en termes de frais de scolarité, ça vous permet de rajouter des crédits en surplus. Si vous êtes dans un programme où vous payez votre scolarité au crédit, comme il y a certains programmes où c'est comme ça, pour chaque crédit auquel vous vous inscrivez, ça génère une facture. Si vous êtes dans un programme où vous payez au crédit, à ce moment-là, votre inscription va générer une facture. Donc, à moins que vous soyez prêt à payer cette facture, mais on n'encourage pas. On préfère offrir ces formations sans frais. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je réitère aussi que si votre réponse n'a pas été répondue pendant cette conversation, toute l'équipe va se faire un plaisir de répondre à vos questions dans les jours à venir. Merci d'ailleurs de vos questions. C'est fort apprécié. Alors, merci encore une fois, Catherine Fouron.
Je passe maintenant la parole à Louise Demers, directrice et vice-rectrice associée au ESP, qui nous éclairera à son tour sur un sujet important, le financement au cycle supérieur. Bonjour Louise. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le financement aux études supérieures et est-ce qu'il est différent du financement offert au premier cycle d'études? Le financement aux études supérieures, c'est l'ensemble des ressources monétaires là, dont les étudiantes et les étudiants ou les stagiaires là, disposent pour entreprendre et se consacrer à leur projet de maîtrise, de doctorat ou leur stage postdoctoral. C'est différent du financement offert au premier cycle. Tout le monde a des besoins financiers à ce niveau-là, c'est pas différent, mais disons que l'offre et puis les besoins de financement sont considérés différemment aux études supérieures. Pour quelques raisons, j'en évoquerai trois. Bon, d'abord, les étudiantes et étudiants au cycle supérieur sont généralement plus avancés dans leur parcours de vie et doivent donc, dans la très grande majorité, là, complètement subvenir à leurs besoins. Là, ils ont davantage de responsabilités familiales, donc l'enjeu est particulièrement important. Travailler à temps plein et être aux études, à la maîtrise, au doctorat, en fait au cycle supérieur, c'est presque mission impossible. Donc, ça prend un certain financement pour pouvoir se consacrer à ces importants projet-là, parce que la plupart du temps, la durée des études là, est un peu trop importante aussi pour miser sur des épargnes qu'on pourrait avoir. Puis, par rapport à la différence avec le financement au premier cycle, un élément qui est vraiment crucial, en fait, c'est que ce financement-là qu'on obtient au cycle supérieur, que ce soit en termes de bourse ou de travail rémunéré, là, ça fait partie des bons coups, ça fait partie de l'expérience qu'on va inscrire dans son curriculum vitae, là, quelle que soit, en fait, la carrière qu'on va vouloir avoir par la suite. Aux études supérieures, le financement, on peut dire que c'est plus que de l'argent, c'est aussi de l'expérience, c'est une démonstration de son potentiel là, comme jeune chercheuse ou comme jeune chercheur. Donc, il faut pas négliger cet aspect-là également, au-delà des montants proprement dit. C'est une belle tape dans le dos d'encouragement. Le financement intégré, Louise, qu'est-ce que c'est? On parle de financement intégré beaucoup pour référer là, à la combinaison de toutes les ressources qui sont disponibles pour soutenir une personne là, qui est inscrite à un programme, surtout un programme de recherche, je dois l'avouer, pendant toute la durée aussi des études. Donc, c'est un montage financier qu'il faut planifier, qu'il faut discuter avec sa directrice et son directeur. En fait, qu'il faut discuter une première fois, puis une deuxième fois, puis tout le long du parcours, parce que souvent, on a un plan, puis il faut le reviser, puis y revenir. Alors, c'est ça, un financement intégré. Ça peut inclure, évidemment, des bourses, là, sur de l'argent pour lequel on ne rend pas de compte, l'argent qu'on peut dépenser en fonction de ses besoins. Ça comprend le salaire qu'on peut obtenir à titre d'auxiliaire d'enseignement ou à titre de chargé de cours. Donc, dans le cadre d'activités qui se passent à l'université, on ne parle pas ici de salaire obtenu à l'extérieur de l'université. Par contre, les milieux affiliés, ça compte. Là. Tout ce qui est académique est admissible là-dedans. Et le financement, évidemment, ça peut aussi comprendre l'aide financière du ministère de l'Éducation et des Études supérieures. Alors, on faut s'assurer finalement que ces différents éléments-là au total, là, vont permettre à l'étudiante ou l'étudiant là, de se consacrer à son projet. Il y a des balises pour dire on devrait avoir combien, quels sont les montants qui vont être offerts par son directeur, l'unité. Disons qu'il y a des balises, certaines sont très claires quand vous intégrez un programme dans un département précis. Pour d'autres départements, c'est moins clair. Alors, on souhaite évidemment que tout le monde s'y intéresse avec ou sans balises bien définies, mais il faut certainement en parler. Pouvez-vous nous donner, Louise, un aperçu des types de bourses qui sont offertes à l'Université de Montréal?
Un aperçu seulement, puisqu'il y en a vraiment de grandes quantités. Et moi, je les divise en deux grandes catégories. Alors d'abord, on a des bourses internes, puis ensuite, je vais vous dire quelques mots sur des bourses externes. Les bourses internes, on parle là de ceux qui sont offertes uniquement à la communauté étudiante de l'Université de Montréal. Donc, des bourses qui sont gérées ici, qui sont offertes ici à partir des fonds de fonctionnement de l'université ou à partir de la philanthropie. Donc, il y a des bourses qui sont offertes au niveau des unités, donc dans les départements auxquels l'étudiante ou l'étudiant est rattaché. Et là, bon, on peut être en compétition avec les collègues du même programme. Mais parfois aussi, il y a des bourses qui n'ont pas de compétition, mais c'est vraiment offert là, de façon assez limitée à la clientèle d'un département. Certaines bourses, toujours des bourses internes, mais sont offertes au niveau des facultés. Alors là, c'est tous les étudiants d'une même faculté là, qui peuvent en faire la demande. Et puis, il y a évidemment les bourses que nous, on offre au niveau des études supérieures et postdoctorales pour l'ensemble des étudiants de notre université, bien sûr. Et il y en a différentes catégories, des bourses d'excellence, des bourses pour les congés de maternité, des bourses pour les fins d'études. Toutes ces bourses-là, évidemment, ont leurs propres critères qu'il faut bien comprendre. À l'Université de Montréal, également, dans les bourses internes, il y a les services aux étudiants qui offrent un soutien financier et là, qui se déploie pour tous les cycles, à travers tous les types de programmes, et il y en a là-dedans qui sont ouvertes, si on veut, ou qui peuvent recevoir des candidatures des cycles supérieurs. Finalement, dernier groupe peut-être de bourses internes, ce sont les bourses offertes directement par les directrices ou les directeurs de thèse ou de mémoire. Un professeur, une professeure, à partir de ses propres fonds de recherche, peut offrir une bourse à son étudiante ou à son étudiant. Et là, évidemment, il n'y a pas de concours. Et ce sont des contributions qui sont très, très importantes pour tout le monde. Donc, ça, ce sont les bourses internes. Alors, je continue avec les bourses externes. Ben oui, il y a deux catégories. Allez-y. Donc, les bourses externes, elles, ce sont celles qui sont offertes par des organisations à l'extérieur de l'Université de Montréal, mais qui peuvent transiter à travers notre université. Mais, on le devine là, elles sont offertes à des étudiants d'autres universités. Alors, ça nous place en compétition là avec des collègues ailleurs. Il y a des bourses fort intéressantes offertes par les grands organismes subventionnaires qui soutiennent normalement la recherche. Alors, on parle au niveau provincial des fonds de recherche du Québec, en santé, en sciences sociales et humaines, en ingénierie également. Et puis, il y a également au niveau fédéral les 3 grands conseils de recherche qui offrent des bourses de différentes catégories, on pourrait les décliner, mais ces bourses-là, on applique parfois à travers l'université, parfois directement à l'organisme, mais normalement, on peut vous accompagner dans la recherche de ces bourses-là. D'autres bourses externes viennent de fondations, d'organisations qui ont à cœur le soutien de la relève, le développement de connaissances. Et là, il y a, selon les périodes, selon les années, différents concours qui reviennent et qui visent des disciplines plus précises ou des catégories d'étudiants particulières. Et puis, je mentionnerai aussi dans les bourses externes, les bourses MITAC. MITAC, qui est un organisme national qui a des programmes de bourse pour appuyer des projets qui sont appliqués et pour lesquels il y a un partenariat avec les industries ou avec d'autres types d'organisations. Là, c'est pas seulement des partenaires dans l'industrie, là, ça peut être aussi dans le domaine social. Mais c'est des bourses souvent qui impliquent des séjours en entreprise ou dans ces milieux-là partenaires. Et quand les projets sont bien ficelés, ce sont des bourses là, qui ont des taux de succès très élevés alors qu'ils sont fort intéressantes. Alors, c'est un aperçu. Mon Dieu, j'imagine ce que c'est quand c'est pas un aperçu. Merci, Louise. Comment faire pour trouver une bourse à ce moment-là? De façon plus concrète, existe-t-il une ressource pour aider à la recherche de bourse?
Oui, il existe une ressource et puis je crois que dans le fil de discussion, là, on va d'ailleurs vous mettre un lien vers un petit tutoriel qui a été préparé pour vous guider dans les informations concernant les bourses OESP et qui va vous mener également à la plateforme de recherche des bourses. Mais avant de vous laisser aller regarder ça, je dirais quand même qu'au-delà de ça, il faut rester à l'affût de l'information qui circule. Les annonces de bourse sont transmises à travers les TGDE, comme on le mentionnait, à travers les responsables de programme. Il faut être attentif aux possibilités, même en discutant avec des collègues étudiantes, avec sa directrice ou son directeur. Et puis, il faut aller voir sur les sites web du département, de la faculté, en plus de regarder ce qu'il y a sur le moteur de recherche lui-même. Alors, oui, voilà. Bon, alors merci. Merci beaucoup, Louise. Je passe maintenant la parole aux étudiants qui ont des questions pour vous. Sarah demande, y a-t-il des bourses pour les étudiants internationaux? Oui, il y a des bourses pour les étudiants internationaux. Il y a des concours qui sont ouverts à tous. Certains ciblent vraiment les étudiantes et les étudiants internationaux au niveau des organismes subventionnaires comme au niveau provincial. Et oui, ce serait là. Principalement, nos bourses internes à l'Université de Montréal ne font pas de distinction entre l'étudiant et l'étudiante canadien ou international. Parfait. Adi, à son tour, demande, est-il possible pour ceux qui font le DESS d'avoir un financement pour passer à la maîtrise? Si oui, comment faire? Les bourses au DESS, la question il faut regarder chacun des concours avec ses critères précis. Les bourses sont plus nombreuses, plus généreuses pour les personnes qui sont engagées dans un programme de maîtrise ou de doctorat, c'est certain. Donc, la question est un peu spécifique, je serais pas capable d'y répondre, mais certainement que à l'admission au programme de maîtrise, là, il y a un potentiel d'offre de bourse intéressant. Pendant que la personne est au DESS, là, c'est moins évident. Mais si je peux y répondre plus précisément avec des informations précises, là, je pourrais le faire. Parfait. Maintenant, Mélodie, concernant les postes d'auxiliaire, y a-t-il des endroits où les postes disponibles sont affichés? Ces postes-là sont affichés et puis peut-être même que notre représentant de la FECUM pourra en dire davantage, mais c'est normalement ouvert à l'ensemble des étudiants qui doivent répondre évidemment aux critères de qualification. À l'intérieur des départements, c'est là que l'information circule de façon la plus efficace, je dois dire, puisque le travail d'auxiliaire d'enseignement est rattaché au fonctionnement des unités, puis des programmes. Alors, c'est souvent là que l'information se retrouve. En jasant avec les responsables de ces programmes-là, c'est certainement une des meilleures façons d'avoir l'information de première main. Parfait, merci. Maintenant, Elsa demande, existe-t-il une formation ou des séances d'information me permettant d'apprendre à rédiger une demande de bourse? Ah, cette question-là me fait plaisir. Oui. Oui, tout à fait. On a, à travers le programme des saisons DESP, un cours en surplus qui vise vraiment la formation de compétences pour préparer des bonnes candidatures de bourse. Alors, c'est le PLU 6153 qui est offert à tous les trimestres et l'information ou le travail qui est fait en suivant ce cours-là est vraiment aidant, facilitant pour cibler des concours de bourse et pour apprendre à les rédiger et pour en faire des demandes gagnantes. Et puis, la préparation qu'on doit mettre pour bien rédiger une demande, là, elle est pas négligeable. La première petite bourse, des fois, est difficile à obtenir, mais les suivantes, après ça, c'est comme c'est faire partir une machine. Alors, il faut y investir du temps en suivant une formation comme celle-là et ça peut devenir très payant. Simon demande, je suis inscrit dans un programme de maîtrise professionnelle. Puis-je obtenir des bourses? Il y a quelques concours qui sont ouverts à tous les groupes d'étudiants
étudiantes, mais je vous dirais qu'il y en a quand même le moins. Alors, il faut regarder sur le portail des bourses, quelles sont les bourses qui sont offertes, telles que mentionnées. Il y en a plusieurs qui sont un peu à la carte dans des disciplines précises. Alors, il faut voir ce qu'il y a là. Donc, c'est pas impossible, mais il y en a moins, certainement, que dans les programmes de recherche. Peut-être que c'est la même réponse pour Yuna qui demande est-ce qu'il existe des bourses pour étudiants inscrits à temps partiel dans un programme de recherche, cela dit. Mais à temps partiel. L'inscription à temps plein est très, très souvent une condition pour accéder aux bourses. Cela dit, s'il y a des circonstances particulières qui expliquent un cheminement à temps partiel, c'est considéré et puis ce critère d'inscription-là peut être assoupli, notamment pour les bourses internes de l'Université de Montréal. Merci, Louise. Je pense que ça a intéressé beaucoup d'étudiants. Merci beaucoup. Et encore une fois, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des membres des ESP, vous pouvez écrire tout ça dans la section chat et vous répondront dans les prochains jours. Alors, on passe maintenant à Alexandre Sauvé-Lacourcière. Peut-être que c'est lui que vous attendiez depuis le début. Alexandre, représentant de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, qui nous a préparé une petite présentation de la FECUM, parce que la FECUM, il s'en passe des choses à la FECUM. Alexandre, à vous. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous devriez tous être en mesure de voir le PowerPoint. Donc, qu'est-ce que la FECUM? Pour commencer, Alexandre Sauvé-Lacourcière, coordonnateur aux affaires académiques de cycle supérieur de la FECUM. Donc, si vous avez des problèmes de nature académique, c'est à moi qu'il faut venir parler. Mon adresse courriel est disponible à la fin de la présentation. D'ailleurs, je pourrais vous rendre la présentation disponible par la suite. Donc, qu'est-ce que la FECUM? Donc, la FECUM, c'est la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. La FECUM représente plus de 40 000 étudiants et étudiantes qui sont répartis à travers 85 associations étudiantes de l'UDM. C'est l'organisme indépendant qui va animer votre vie de campus, offrir plusieurs services, défendre vos intérêts académiques et qui va agir à plusieurs paliers pour défendre et améliorer la condition étudiante. Au niveau de la vie étudiante, qu'est-ce que la FECUM fait? Pour l'instant, c'est la rentrée. Donc, il y a plusieurs activités qui sont disponibles. Notamment ce soir, il y a une journée cinéma. Le film qui sera présenté, c'est Jeune Juliette. Vous pouvez aller sur le site la page Facebook de la FECUM pour là avoir un petit peu plus d'informations. Tous les détails de la programmation de la rentrée y sont. Il y aura aussi des midis sportifs à savoir de yoga, de Zumba qui seront donnés dans les prochains jours. Il y a un volleyball de la rentrée, donc un quiz génie en herbe pour la rentrée qui se fait. Il y a toujours le traditionnel spectacle de la rentrée qui sera disponible en ligne vu les mesures sanitaires de l'année. Et plusieurs activités pour les parents étudiants. Notamment au cycle supérieur, j'organise aussi avec la FECUM des activités spécialement pour vous. Donc, la première activité pour les cycles supérieurs qui sera que j'organise, c'est le lancement de la revue Dire en collaboration avec le FICSUM au début du mois d'octobre. La revue Dire, c'est une revue de vulgarisation scientifique par des étudiants et étudiantes au cycle supérieur pour des étudiants et étudiantes au cycle supérieur. Donc, c'est des beaux petits articles qui vous permettent de vulgariser votre recherche sans passer par tout le gros processus de vulgarisation scientifique et de publication dans une revue savante. Il y a également des activités un petit peu plus ludiques comme les chaussures et sports, couleurs et saveurs, donc de la peinture, de l'art. Il y a aussi des activités à saveur plus académiques, donc les conférences et soupers en font partie. Page blanche, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a juste moi qui vois une page blanche? Non. Non, en effet. Il y a 2 secondes, je vais arrêter le partage et le recommencer. Si ça réarrive, je vais checker sur le master que tu m'as envoyé. Toujours une page blanche. C'est le début d'une nouvelle session. Donc, 2 secondes. On va repartir peut-être le PowerPoint.
Non, j'ai bel et bien juste des pages blanches en ce moment. Si on pouvait repartir le PowerPoint. Désolé tout le monde. Petit problème technique. Je trouve que si c'est notre seul problème technique, tout s'est bien passé. Il fallait que ça arrive à la fin. Exactement, si c'est juste ça. C'est Zoom, c'est la pandémie, donc ça en prenait un. On s'ajuste, on s'adapte. Est-ce que Frédéric va replacer le PowerPoint, j'imagine, hein? Relancer. En fait, moi, j'attendais que M. Lacourcière ait rouvert son PowerPoint. Sinon, je peux embarquer. Vous êtes rendu à quel slide, M. Lacourcière? Je vais réessayer. Je viens de fermer le PowerPoint, de le réouvrir. Peut-être que ça va fonctionner. Est-ce qu'on voit l'écran comme il faut ici? Qui sommes-nous? Là, c'est présentement, on voit des fenêtres. C'est pas en mode présentateur. Mais l'information est là. Donc, on va simplement le mettre en mode présentation cette fois-ci. Et voilà. Ça processe. Est-ce qu'on voit la page Les comptoirs? Non, c'est une image noire. C'est une image noire. Tout va bien. Oui, on voit les comptoirs en plein écran. Oui. Et voilà, problème résolu. Donc, désolé du petit contretemps. Continuons avec la présentation. Donc, la FECUM, c'est aussi plusieurs comptoirs. Donc, les comptoirs, c'est un lieu où divers services sont offerts. Il y a 5 comptoirs à la Fédération. Les adresses sont listées ici. Donc, les comptoirs offrent des kiosques de livres usagés. Donc, vous pouvez vendre vos vieux livres qui vous ont servi pour un cours et qui ne vous intéressent plus pour vos autres cours. Il y a aussi la fourniture scolaire. Donc, si vous manque un crayon de calculatrice, là, vous pouvez vous en procurer là. Il y a des services d'impression. Vous pouvez également faire charger votre carte opus au comptoir de la FECUM. Il y a des produits là, hygiéniques, donc par exemple, serviettes sanitaires, tampons, etc., là, qui sont offerts gratuitement au comptoir là, pour les petites urgences qui peuvent arriver là, dans la vie de tous les jours. Les comptoirs, c'est aussi une très, très grande source d'informations. Donc, les commis qui y travaillent sont formés là, pour répondre à peu près toutes vos questions sur la FECUM ainsi que sur l'université. Donc, si vous vous demandez où se trouve votre local de cours, vous pouvez demander à une personne qui travaille au comptoir. Elle vous guidera. La FECUM a aussi une halte garderie qui est située au 3333 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. C'est un service disponible là, naturellement pour nos parents étudiants. Il y a plusieurs blocs là, qui sont disponibles. Le service est assez flexible pour justement s'adapter à vos horaires. Donc, si vous avez seulement besoin de la matinée parce que vous avez des cours seulement en matinée, c'est disponible pour vous. L'inscription à la halte garderie est gratuite, mais il faut quand même payer pour le service de garde. Donc, c'est 5,50 par bloc ou 11 $ pour la journée au complet. La FECUM offre aussi là, plusieurs services de bourses, de prix, de subventions. Donc, il y a des bourses pour l'implication étudiante qui viennent s'ajouter là, à la présentation là, que Mme Demers faisait. On a également des bourses pour l'implication de parents étudiants, des prix pour favoriser l'implication des femmes. Il y a le programme PARSEC, donc le programme d'aide au rayonnement du savoir étudiant au cycle supérieur. C'est un programme qui peut vous permettre de, par exemple, payer un billet d'avion pour aller participer à une conférence à l'international ou simplement vous inscrire à une conférence là, si vos conférences se donnent toujours en ligne vu la pandémie. Donc, ça peut rembourser là, une partie du prix du billet d'avion ou de l'inscription à la conférence. Il y a aussi des bourses pour les projets d'initiative étudiante et des subventions aux initiatives étudiantes. Les SIA servent vraiment là, à subventionner des projets qui vont toucher particulièrement les cycles supérieurs. Si vous êtes membre de la FECUM, ben, naturellement, vous avez des assurances collectives, donc des assurances santé, vue, dentaire, voyage et un programme de protection juridique qui vous sont chargés, là, dans le fond, sur votre facture étudiante là, au début de chaque session. Vous êtes automatiquement inscrit, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et pour plus de détails, là, voir exactement quels sont les montants et les réclamations que vous pouvez faire, vous pouvez visiter le site de l'ASEQ, ASEQ. C'est eux qui, en partenariat avec la FECUM, offrent le service d'assurance. Il y a également le programme Mieux-être. Cette année, là, le programme a été revampé. Donc, le programme Mieux-être, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne d'écoute téléphonique qui a 2 buts.
dans un premier lieu, offrir une aide psychologique d'urgence. Donc, si vous avez une urgence, vous pouvez appeler cette ligne-là et une personne, un psychologue ou une psychologue pourra vous prendre en charge là, immédiatement. Le service est multilingue et est 24/7. Donc, vous pouvez vraiment appeler n'importe quand, au milieu de la nuit. Si vous avez une crise d'anxiété, là, vous pouvez appeler et ils vont vous recevoir. Pour le plus long terme ou moyen terme, il y a aussi plusieurs spécialistes qui sont disponibles à l'aide de la ligne. Donc, vous pouvez appeler pour contacter une psychologue qui pourra vous aider là, pour stress, anxiété, dépression, conflits interpersonnels, etc., etc. Mais également, il y a des spécialistes en nutrition qui pourront vous aider avec des troubles alimentaires. Il y a des conseillers ou conseillères financiers qui sont également disponibles là, pour vous aider là, avec une planification financière, à créer un budget, etc., etc. Pour avoir accès à tous ces services-là, il y a un numéro sans frais qui est écrit au bas de l'écran. Et naturellement, vous pouvez aussi trouver ce service-là sur le site de l'ASEC là, avec les assurances. Et plus d'informations aussi sont sur le site web. Pour nous rejoindre à la FECUM, ben dans le fond, il y a notre site web, naturellement, la page Facebook, on a une page Instagram aussi, et pour être au courant là, de toutes les informations qui pourraient transiger vers vous, ben, je vous invite là, à aller suivre notre page Facebook et Instagram et à rester abonné à notre infolettre et à regarder vraiment les informations qui s'y trouvent. Il y en a beaucoup et beaucoup d'activités vous sont offertes. Pour me rejoindre, si vous avez des problèmes plutôt de nature académique, ben, mon adresse courriel, c'est acadcs, donc ACADCS, @fecum.qc.ca. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Et si vous avez des connaissances qui sont inscrites au premier cycle, il y a également là, ma collègue qui est du Rodamius au premier cycle qui pourra répondre à vos questions sans problème. Merci beaucoup, Alexandre. C'est la fin de votre présentation? Oui, il me resterait, dans le fond, juste une petite présentation ici. Là. Il y a aussi des services complémentaires à la FECUM qui existent sur le campus, donc les services à la vie étudiante. Et ça, c'est le site des SAE. Et il y a vraiment beaucoup d'autres ressources qui sont disponibles. Donc, je vous invite à vous informer. Je les ai listées dans le PowerPoint, mais je ne les présenterai pas aujourd'hui puisque notre temps est quand même assez limité. Donc, il y a beaucoup de services qui sont aussi disponibles à ce niveau-là pour vous soutenir dans tous les aspects de vos études et de votre vie universitaire. Et là, ça mettrait fin à la présentation. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. C'est vraiment une ressource importante. Il faut le dire et le redire, la FECUM. Il y a Rita qui pose une question. Je pense que vous y avez répondu, mais c'est jamais mauvais de répéter. Est-ce que je suis automatiquement inscrite à la FECUM au moment de mon inscription ou il faut remplir un formulaire? Donc, si vous êtes inscrite au cycle supérieur, vous êtes automatiquement inscrite à la FECUM. Donc, votre cotisation apparaîtra là, à votre facture étudiante. Que vous soyez à temps plein ou à temps partiel, vous êtes automatiquement inscrite et êtes membre de la FECUM et avez droit à tous les services que je viens de présenter. Autre question de Rita. Si je suis inscrite à l'assurance FECUM, est-ce que j'ai automatiquement une couverture internationale? La couverture pour les étudiants et étudiantes internationales ne comprend pas les soins de santé. Avec les règles qui sont en vigueur là, au Québec, les soins de santé sont fournis là, vraiment avec l'assurance qui est universitaire, qui est une assurance à part. Par contre, l'assurance dentaire et l'assurance pour le soutien juridique sont compris là, et sont à part. Donc, l'assurance, globalement, a été divisée en deux. Donc, les personnes qui ne proviennent pas de l'international ont l'assurance globale ensemble. Les personnes qui viennent de l'international, on retire les soins de santé puisque c'est vraiment l'UDEM qui s'occupe de cette partie de la couverture. Merci, Alexandre. Décidément, quelle équipe. Vous avez des réponses à toutes les questions. C'est impressionnant. Bravo. Merci, ça fait plaisir. Bravo à tous. Alors, merci encore à Julie, Clément, Catherine, Louise, Alexandre. Je pense que les étudiants aux études supérieures sont franchement bien accompagnés. Merci à vous tous. C'est ce qui conclut notre événement aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Nous vous invitons à communiquer avec l'équipe des ESP par courriel au esp-admission@esp.umontréal.ca. On va mettre l'adresse sur le chat sans faute. Pour contacter la FECUM, visitez leur site web au, j'allais dire www, mais c'est fini, hein, on ne dit plus ça, www, c'est fecum.qc.ca.
On mettra aussi l'adresse dans le chat. Et si vous voulez revoir les présentations, l'enregistrement complet de l'événement sera disponible sur la chaîne YouTube DESP. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Il fait si beau. Vous êtes gentils d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite tous une excellente rentrée à l'Université de Montréal. Bien, merci à toi, Sophie, d'avoir animé cette séance d'information et j'en profite aussi pour aller jouer dehors maintenant que la session d'information est terminée. Donc, excellente rentrée à tous. À la prochaine.